C'est l'heure de votre émission Le Monde en 7. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. On va revenir sur quelques sujets qui nous paraissent importants dans l'actualité de la semaine et nous parlerons dans ce numéro des États-Unis. Une première dans l'histoire du pays, inculpation d'un ancien président, Donald Trump, sous le coup de plusieurs chefs d'accusation. Nous irons ensuite du côté du Gabon. Le pays a amorcé une révision constitutionnelle. Pourquoi faire? Et on parlera du Togo. Le recensement électoral débute le 29 avril prochain. Deux invités pour faire le débat avec moi sur le plateau. Marcel Agbessinou, journaliste, juriste également. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs et bonsoir à mon co-animateur. Et je salue nos amis qui sont dans les tréfonds du monde entier, particulièrement ceux des USA. Et si vous permettez, je peux citer ces grands auteurs en passant en disant que il s'appelle Léon Gambetta dans la République des Beaux-Arts, en disant cette formule est extraordinaire et macabre, en disant qu'on vient au pouvoir avec son parti politique, mais on administre avec les compétences. Donc, on doit administrer nos populations, nos pays avec les compétences. Et naturellement, c'est avec beaucoup de compétences que je vais administrer ce débat. Face à vous, Marcel Agbessinou, il y a Georges Hérault, qui est homme politique togolais. Bonsoir, Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon frère qui est en face de moi, à tous les téléspectatrices, téléspectateurs de Niwa TV. Surtout, je n'oublie pas une personnalité qui nous suit depuis la Suisse. C'est un diplomate togolais. Et je n'ai pas l'autorisation d'appeler son nom comme ça, mais il s'y connaît quand il va regarder cette émission. C'est un grand homme. Vous savez, le Togo produit assez. Et donc, je le salue de passage. Et je salue tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. On va donc commencer avec le premier sujet, c'est les États-Unis. Le président Donald Trump, sous le coup d'une trentaine de chefs d'accusation inculpés, c'est une première dans l'histoire du pays. Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique. C'est ce qu'a clamé l'ancien président lors d'une conférence de presse devant sa résidence de Floride à Mar-a-Lago, après avoir comparu mardi devant un tribunal pénal à New York. Le président parle d'une persécution, pas une accusation, depuis sa résidence. Donc, sans surprise, il a rejeté les accusations. Il n'y a rien dans le dossier, s'est-il exclamé. Marcel Agbessinou, une procédure judiciaire contre un ancien président aux États-Unis, c'est une première dans l'histoire pour que le procureur décide de l'inculpation de Donald Trump. On s'imagine qu'il a dû mener des investigations préalables et qu'il a des preuves solides parce qu'il n'aurait pas osé. Effectivement, cela prouve à suffisance l'indépendance des institutions américaines. Si un ex-président américain a été inculpé à travers 34 chefs d'accusation, c'est un peu historique et ça provient à suffisance qu'il y a dans certains cieux, on peut toutefois inquiéter telle ou telle personne. Effectivement, le procureur de New York a invité Donald Trump à travers 34 chefs d'accusation. Donc, le président, il s'est pointé, mais sans menottes. Au moins, il faut dire que c'est une petite avancée au niveau de la procédure. Et Donald Trump était accusé pour 34 chefs d'accusation. Si ces 34 chefs d'accusation sont tangibles et prouvés, on tenterait ou bien on se dirigera vers un procès. Soit on va le condamner ou pas. Dans la procédure ou bien dans l'inculpation, Donald Trump même, il a fait appel à ses fans, à ses militants, que bon, peut-être il va faire 10 ans de prison vu la situation de son inculpation, mais tel n'était pas le cas. En regardant de tout près la procédure elle-même, il se pourrait que
vu son âge, il est aujourd'hui 75 ans, vu son âge, si les faits sont avérés, tangibles, vous devez savoir que la procédure au niveau du parquet, il faut avoir les preuves tangibles. Le ministère public n'est pas comme un juge civil qui crée la loi à ce niveau à travers les PGD, non. Mais le juge pénal, il est esclave de la loi et il est poursuivant dans l'audience. Donc, si les preuves sont tangibles que Donald Trump a violé ou bien a dépassé les bornes du code électoral, si vous permettez le terme vulgaire, le code électoral américain, si les preuves sont tangibles à ce niveau, donc le juge, à l'état actuel, nous sommes toujours dans l'étape de l'instruction. Il n'y a même pas encore des preuves pour parler de chefs d'accusation. Les 34 sont vérifiés ou non. Donc nous sommes à l'étape d'instruction et le juge a renvoyé, le procureur Bragg a renvoyé la deuxième comparution de Trump le 24 décembre 2024. Donc à l'heure là, on va formuler, Donald Trump aussi va recueillir ces informations, sa défense va se préparer pour voir si effectivement c'est un coup politique ou bien c'est un coup judiciaire, effectivement, tel que le procureur est en train de le monter. Donc, l'une des causes ou bien de la situation inquiétante dans le dossier est que la position même du procureur en dit long. Le procureur de la République, c'est un démocrate, c'est un démocrate affiché, il ne le cache pas. Il a réussi à condamner les proches de Donald Trump entre-temps. Et maintenant, ce n'est pas le premier coup pour ce procureur. Donc, un procureur qui n'est pas indépendant dans sa mission, bon, ça laisse désirer, ce qui fait que il y a bon nombre se posent la question, est-ce que ce n'est pas un coup politique pour empêcher... On va revenir sur cet aspect de coup politique. Georges Hérault, est-ce que vous pensez aussi que dans cette affaire, on voit là encore une affirmation de l'indépendance de la justice américaine? Bon, pas tout à fait, parce que vous savez, après le fait qu'on a pu habiller ce procès d'historique, véritablement, est-ce qu'il y a quelque chose de tangible qu'on reproche à Donald Trump? Pas tellement, parce que quand vous voyez les analyses, vous allez voir qu'après les sorties des uns et des autres, le procès est plus médiatique que judiciaire. Aujourd'hui, je pense que Donald Trump fait partie des présidents aux États-Unis qui ont quand même fait un premier mandat et après veut revenir faire le deuxième mandat. Et quand vous voyez même dans son parti pour les primaires, selon les sondages, Donald Trump est bien positionné aujourd'hui. Et il a des démêlés avec la justice, effectivement. Mais vous devez savoir aussi que ces choses-là ont commencé lorsque véritablement Donald Trump s'est mêlé dans l'histoire de l'Ukraine avec la guerre, tout avec ses solutions et tout. Et donc, il est en train de causer d'énormes problèmes ou bien de non-soucis au président Biden qui est en place aujourd'hui. Ce qu'on reproche peut-être à Donald Trump, par exemple, par le fait qu'il a gardé les archives, est-ce qu'on n'avait même pas trouvé des documents chez Biden? Oui, on reproche les mêmes choses à Biden, mais les choses ne sont pas poussées comme c'est le cas de Donald Trump. Moi, je me dis tout simplement que c'est plus médiatisé, puisque vous voyez, quand Donald Trump a été convoqué, bien avant sa convocation, lui-même il a dit qu'on va m'arrêter. Il appelle ses fans, ses partisans de sortie parce qu'on veut l'arrêter. Après, il n'a pas été invité, même il a été convoqué. Et quand il se rendait, il fallait voir la ville de New York.
C'est dit que dans les rues, etc., même le maire de New York était sorti pour dire, mais il faut vraiment que les gens s'organisent, parce que ça devient compliqué, même le fait d'organiser tous ces mondes-là qui se sont sortis dans la ville. Ça veut dire tout simplement que, au-delà de tout, ce président est aimé par bien nombre de personnes. Mais est-ce qu'il faut savoir que c'est parce qu'on est ancien président qu'on ne doit pas être inquiété lorsqu'on a fait quelque chose ou bien qu'on est au-dessus de la loi? Non, on ne peut pas être au-dessus de la loi. Mais qu'un procureur aussi, très affiché et zélé, et puisse vouloir seulement parce que on sait, on connaît les sorties de Donald Trump, on connaît comme quand même c'est raté, mais qu'on se dise qu'il faut l'écarter du pouvoir ou des élections à venir, c'est vraiment difficile. Et je pense que au-delà de l'indépendance, il faut voir aussi que les mains politiques peuvent quand même écarter Donald Trump, parce qu'on ne voudra pas qu'en aucun moment les républicains tombent, parce qu'ils ont initié beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit la guerre de l'Ukraine, l'offensive en Chine, etc. Et que peut-être les démocrates plutôt, et que les républicains, quand ils vont venir, forcément, ne vont jamais, peut-être, si je dis ne vont jamais, c'est peut-être trop, ne vont pas quand même abonder dans le même thème, dans la même politique que les démocrates. Donc il faut faire tout pour écarter ceux qu'on estime qu'ils sont des poids lourds, qu'on estime qu'ils peuvent revenir ou qu'on estime qu'ils peuvent causer énormément de difficultés aux démocrates. C'est quand même 34 chefs d'accusation, c'est énorme, il faut le dire, parce que ça part par exemple d'affaires de versements destinés à étouffer des affaires embarrassantes. Il y a aussi des affaires de fraude fiscale et tout. Finalement, est-ce que ça ne veut pas dire on cherchait Donald Trump depuis, on met tout dans le même panier et on lui balance à la figure? Oui, effectivement, si vous regardez de tout près les chefs d'accusation, les 34, il y a certains chefs d'accusation qui remontent depuis 1990, au moment où on ne sait pas si c'est monté de toutes pièces contre Donald Trump, qu'il a diffamé une ancienne journaliste et l'a violée. Donc, depuis 1990, mais on a laissé Donald Trump d'être président à la magistrature suprême de ce grand État. Donc, un État qui compte aujourd'hui 50 États, c'est-à-dire que État continent. Donc, on a laissé Donald Trump, bon gré mal gré, était président de la République, et on ne comprend plus rien. Donc, il y a des charges concernant aussi l'actrice pornographique là, que Donald Trump a étouffé l'affaire à travers son ex-avocat, Michael Cohen. Donc, toutes ces charges, toutes ces informations prouvent à suffisance que l'homme influent des USA, le milliardaire, il tapit dans l'ombre, il est gênant, il gêne les démocrates. Donc, quiconque aux États-Unis, quiconque qui a affaire avec les démocrates finit toujours par terminer à queue de poisson. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les coulisses et dans la masse, au niveau des USA, Donald Trump demeure toujours une personnalité influente. Il pèse lourd dans la balance, même 2021, il a contesté les résultats globaux. Il a contesté parce que il n'a pas été aussi vaincu lamentablement. C'est coup à coup. Donc, ce qui fait qu'il a contesté les résultats. Les prochains jours électoraux, qu'est-ce que ça va donner? Donc, il faut recadrer, il faut chercher les chefs d'accusation montés de toutes pièces contre cette personnalité influente pour au moins soit le bloquer ou on ne sait pas. Mais heureusement, selon les informations que nous avons eues, que Donald Trump, ces chefs d'accusation ne l'empêcheront pas à être candidat en 2024. Et il peut continuer à faire la campagne présidentielle à l'année 2024, là, comme l'a fait d'ailleurs un détenu qui a été en prison aux États-Unis, à Washington, dans les années 1920. Donc, Donald Trump
peut-être c'est sa personnalité qui dérange. Vous n'êtes pas sans savoir également qu'il a des relations très serrées avec la Russie de Poutine. Donc, avec Poutine maintenant, bon, les Occidentaux et l'OTAN et tous ces arcanes-là, ils n'aimeraient pas voir Donald Trump revenir au pouvoir et continuer par changer l'ordre mondial. Donc, Donald Trump... Ça veut dire quand même qu'avec Donald Trump, avec cette affaire en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de voir de la politique dedans. On ne peut pas dire que c'est simplement une affaire de justice, il n'y a rien de politique. Véritablement pas, parce que quand nous analysons les choses, vous voyez que ce qu'on reproche à Donald Trump, si on doit véritablement travailler, si la justice américaine doit véritablement travailler, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais on doit avoir certains de ces chefs d'accusation au niveau d'autres, même des anciens présidents qui ont succédé. Aujourd'hui, quand on parle des archives, je l'ai déjà dit, avec le nouveau président, il y en a. Et Donald Trump dit, quelqu'un qui a fait la Maison Blanche pendant 4 ans, il confirme qu'il y a des documents chez d'autres anciens présidents jusqu'à présent, qu'il n'est pas la première ou bien le premier président américain à avoir gardé les documents des archives. Donc aujourd'hui, on ne peut pas écarter la main politique, d'autant plus que après les autres présidents, quand vous voyez le schéma politique au niveau des États-Unis, il est le seul ancien président qui parle. Les autres présidents ne parlent plus. Ils ont pris un peu leur retraite. Exactement. Donc, quelqu'un qui connaît les arcanes du pouvoir, quelqu'un qui a déjà fait un mandat, qui veut revenir, on sait qu'il est plus dangereux que les autres qui n'ont jamais goûté à ce pouvoir-là. Il est déterminé aussi à aller. Parce que quand vous voyez au niveau des républicains, les sondages ont montré qu'il peut revenir. Donc, les démocrates ne veulent plus avoir face à face Joe Biden et puis Donald Trump en 2024. Et encore, c'est ce que Marcel vient de dire, les élections qui sont passées en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a encore une forte majorité des républicains qui sont derrière encore Donald Trump. Et donc ça montre que le pouvoir de Biden va forcément s'écouer, puisque il n'a pas gagné avec un score qui lui permet d'avoir la main facile pour gérer les États-Unis. Donc aujourd'hui, il est clair que soit il y a un problème au niveau de la justice américaine, parce que jusqu'à présent, pour convoquer un président aussi, un ancien président, il faut quand même avoir tous les éléments à sa disposition avant de pouvoir le faire. Ne pas le convoquer pour qu'il vienne, et plaider non coupable et puis le laisser partir, parce que d'après tout ce qui a été passé, de tous ces Prodada qui entourait cette convocation, et que c'est à peine, on parle d'une vingtaine de minutes ou bien de procès, et puis le gars est rentré avec tout ça là. Ça montre qu'au niveau de la justice, il reste à quelque chose que nous ne pouvons pas savoir, parce que nous sommes derrière la vitrine, mais la main politique est plus vue dans cette affaire de Trump que la justice. Mais aujourd'hui, si on va sur la piste politique et qu'on s'imagine qu'on chercherait à écarter Donald Trump, la question est de savoir pourquoi chercherait-on à l'écarter? Oui, parce que c'est un républicain qui n'a pas sa langue dans la poche. Ça suffit. Il n'a pas langue de bois. Personne ne contrôle Donald Trump. Il fait ce qu'il veut et il tisse des relations avec des ennemis des USA. La Russie en témoigne long. Donald Trump, ses actions
dépasse les frontières. Alors que c'est le seul président qui est venu au pouvoir qui n'a pas fait la guerre. Les autres, soit ils se rallient au niveau de l'OTAN, et tantôt c'est l'Afrique, tantôt c'est l'Occident même, tantôt c'est la Syrie. Donc lui, il n'a pas langue de bois. Il veut d'abord pour l'Amérique. Il veut construire l'Amérique sur certaines bases. Il veut renverser l'ordre mondial établi. Donc, au jour d'aujourd'hui, les républicains, ou bien les démocrates, autant pour moi, ils cherchent l'autre chose dans l'eau tiède, je ne sais pas, pour inculper Donald Trump. Et le procureur en question, j'ai dit ça si haut, le procureur en question, après ses études supérieures à l'université de Harvard, on ne devient pas procureur aux États-Unis qui veut, comment est-ce que toi-même tu veux. Non. Après ses études, il a été élu par les démocrates. C'est les démocrates qui l'ont voté et il est devenu procureur. Donc, ce procureur, c'est le noir, c'est le premier noir même procureur. C'est ça que nous avons constaté. Il voulait tout coûte que coûte sanctionner et chercher des chefs d'accusation pour accabler Donald Trump et peut-être le déposer peut-être en prison plus loin. Donc, Donald Trump, si on veut examiner au fond du dossier, c'est un dossier politique que judiciaire. Si les républicains, un procureur qui est du côté des républicains, qui est en train d'inculper un ex-président des démocrates à travers 34 chefs d'accusation, et certains chefs d'accusation remontent en 1990 et d'autres en 2020 parce qu'il a insisté ses militants à envahir le Capitole. Non, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est les délits ou bien c'est un crime? Ce qui fait que eux-mêmes, ils se retrouvent à la croisée des chemins. Donc, un procureur, il ne peut pas maintenant inventer le droit, ni créer les PGD. Il doit se fier à ce que disent les tests. Donc, voilà à peu près ce qui se passe avec Donald Trump. Soit on va le laisser briguer un second mandat. Comment est-ce que ça va se faire? Alors que les États-Unis, le nouveau président maintenant, Joe Biden, est en train de tisser d'autres relations que Donald Trump peut-être a contesté, a jeté dans le calendrier grec. Donc, à peu près, on peut dire que Donald Trump, il gêne les démocrates. Les démocrates ont toujours peur de sa réélection en 2024. Il faut faire tout possible pour l'empêcher, pour ne pas se présenter comme tel, Georges Hérault, est-ce que ça ne donne pas l'impression comme si finalement, dans les États-Unis d'aujourd'hui, les démocrates étaient les seuls à décider de tout? Oui. On sait quand même qu'au niveau de la Chambre basse, il y a l'équilibre des forces. Oui, en fait, chaque président, quand il arrive au pouvoir, il veut que ça soit fluide, il veut que son règne puisse véritablement être très aisé pour lui, et puis il met des procédures, des stratégies en place pour pouvoir régner, et on écarte toujours des personnalités gênantes et des gens qui quand même ne peuvent pas vous permettre de gérer librement ou bien d'exercer librement votre pouvoir. Ça, c'est normal. Je ne vois pas autrement, parce que les élections passées n'ont pas permis aux démocrates d'avoir une majorité écrasante. Donc, ça devient un peu compliqué pour pouvoir exercer un certain nombre de leur pouvoir. Aujourd'hui, je le dis, c'est constaté. En fait, Donald Trump, qui est quand même un président qui n'est pas comme les autres présidents, sa manière, sa vision, même le parler en public, etc. Il y a des choses, il fait beaucoup de ratés, parce que
tel que lui l'estime, il le dit comme ça. Et donc, ça devient des problèmes, il crée des polémiques, bref. Mais il a dit tout à l'heure, à sa relation avec la Russie gêne. Et ça ne gêne pas que les démocrates. Vous savez, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis sont devenus aujourd'hui le premier fournisseur des Européens. Et quand on parle de premier fournisseur des Européens, on parle des grandes entreprises des États-Unis. Et ces entreprises américaines, c'est géré par des grands lobbies, vraiment des poids lourds qui sont aussi concurrents à Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est un businessman aussi, c'est un milliardaire qui est dans l'immobilier, etc. Donc, les gens n'aimeraient pas que cette guerre-là cesse du jour au lendemain, parce que ça, même à un moment donné, a renforcé le dollar, a fait même monter le dollar au détriment de l'euro. Et donc, ça crée une puissance économique pour les États-Unis. Donc, mais est-ce qu'il est possible d'écarter Donald Trump comme ça? Non, c'est d'ailleurs ce qui devient difficile. Et c'est puisque Donald Trump n'est pas une personne facile à écarter comme ça, surtout pour ce qui concerne l'élection où il tient coûte que coûte à se présenter. Donc, il faut chercher des stratégies, des voies et moyens pour l'écarter. C'est ces voies et moyens qui sont en train d'être cherchés. Mais quand nous voyons le schéma dans lequel les démocrates se sont inscrits, on voit tout simplement qu'ils sont en train de faire publicité pour Donald Trump. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui contestent cette manière de faire, puisque d'ailleurs, les États-Unis qui ne sont pas comme les Européens, qui convoquent à longueur de journée leur président après leur mandat, etc. Et à cause de cette rivalité, ils ont dérogé à ces règles-là et ils ont commencé à convoquer Donald Trump. Supposons que Donald Trump a pris sa retraite. Je ne pense pas que il va y avoir toutes ces accusations contre lui. Donc ça montre tout simplement que c'est parce que le gars compte coûte de coûte à briguer un mandat de plus qu'il y a ces débellés. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué. Plutôt, moi je pense que le camp démocrate est en train de faire une publicité sans contrepartie à Donald Trump qui va peut-être les battre dans les urnes en 2024. Mais Donald Trump, on le sait, il parle d'accusations fallacieuses, il parle de coups montés. C'est un homme combatif, donc on s'imagine qu'il va se battre jusqu'au bout. Ah oui, il a déjà déclenché. Il a déjà entré dans la bataille à travers ses militants. Et avec les militants aussi, c'est un poids pour lui. C'est peut-être le deuxième spectateur. Donc, c'est eux qui vont l'encourager à aller jusqu'au bout. Et ces militants-là, si vous permettez, dès son inculpation jusqu'à ce jour, ils ont cotisé à peu près 15 millions de dollars pour le soutenir. Donc, c'est une manière de dire que nous sommes derrière toi. Ne te reproche de rien. Tu vas vaincre ces ennemis qui se tapent dans l'ombre. Donc aujourd'hui, Trump, il a le vent en poupe. Il a perdu les élections en 2020, mais il a perdu ces élections tête haute. De justesse. Tête haute. Et au jour d'aujourd'hui, ces fans se multiplient. Il y a les états-majors des partis politiques, ou bien les républicains. C'est Donald Trump qui peut toutefois combattre face à face les démocrates qui sont puissamment riches aussi. Il y a des anciens présidents démocrates qui sont toujours en vie, qui soutiennent ce parti, qui soutiennent les démocrates, alors que les républicains aujourd'hui sont comptés au bout des doigts. Donc Donald Trump, tel que vient de dire mon aîné, si Donald Trump, il a démissionné ou bien il dit qu'il a pris sa retraite politique aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y en aura tellement
l'acharnement là contre lui, s'il dit qu'aujourd'hui je ne suis pas, je prends ma retraite politique, ah bon, c'est alléluia que les démocrates m'ont dit. Mais tel n'est pas le cas. Il est toujours combatif, il est toujours dans la bataille, il veut aller au moins faire son deuxième mandat parce qu'il a la popularité, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse aujourd'hui. Trump a la popularité interne, il a la popularité externe. Il a des relations pas moins des poids lourds de la planète, les premières puissances militaires qui sont aujourd'hui la Russie. Il a des relations avec la Syrie là-bas aussi. Donc, dire que Donald Trump, on va le malmener comme ça, comme si un petit voleur de quelque part, je ne suis pas sûr. C'est pourquoi d'ailleurs, il est dans la bataille pour les élections prochaines de 2024. Et ces élections, si les démocrates et Joe Biden ici ne font pas trop d'attention, ils seront renversés par un candidat inculpé par les 34 chefs d'accusation. Donc, Trump peut toutefois se baser sur les institutions américaines en première position, ces militants en deuxième position, parce que ces militants sont tellement dynamiques et aussi tellement riches comme lui. Seulement, il a été reproché qu'il a volé des élections, il a trafiqué des élections au niveau de Floride, etc. Et il y a des chefs d'accusation qui paient parce qu'il a violé la loi électorale. Tout ça, là, on a cherché beaucoup de choses contre lui seul. Et c'est historique, comme ils viennent de le dire, c'est historique. On n'a jamais vu sur la planète Terre un ex-président, et surtout américain, qui a été inculpé par les 34 chefs d'accusation. Bon, c'est historique, et c'est à travers un noir de 49 ans qui est démocrate, procureur. Donc c'est un coup politique. D'accord. Bien noté. On passe au second sujet, c'est le Gabon. Le Gabon qui a initié une révision de la Constitution. La révision a été adoptée, c'était le jeudi 6 avril dernier, avec 78 voix pour, 8 contre, 12 abstentions, soit un taux de 86%. Elle a été adoptée par le Parlement, réuni en congrès sur convocation du président de la République, Ali Bongo, qui était représenté lors des travaux par le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Cette nouvelle constitution, après celle de 2018, sera la 8e depuis la fin du monopartisme au Gabon. Les articles 4, 9, 11, 15 et 111 ont été modifiés. Ça concerne le suffrage, l'âge d'éligibilité, la durée du mandat du président de la République, les candidats éligibles à la fonction du président, la nomination du Premier ministre, des membres du gouvernement et autres. Il faut dire que l'objectif, c'est d'aligner toutes les élections. Donc aujourd'hui, la durée du mandat présidentiel est ramenée de 7 à 5 ans, mais toujours est-il que les élections au Gabon sont à un tour et que les mandats restent illimités. Bon, finalement, Georges Hérault, quand on regarde dans le fond aujourd'hui, le gouvernement estime qu'il y avait nécessité d'aligner toutes les élections, ce qui est souhaité aussi dans beaucoup de pays. Pour cet argument-là, est-ce qu'on peut dire que la révision était opportune ? Samuel, il faut définir d'abord ce que c'est que la Constitution. La Constitution est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. Elle consacre les droits et les libertés fondamentaux et définit les modalités et leur protection. Et la question qui nous vient, c'est est-ce qu'il est opportun ou bien pourquoi on doit réviser ou modifier une constitution fondamentalement en matière constitutionnelle. La constitution n'est jamais de l'acquis et la constitution, la modification, la révision de la constitution sur l'évolution de la société. Et c'est tout à fait normal. Et donc, au sein, ou bien la constitution même prévoit les dispositions pour sa propre modification. Et dans nos régimes,
c'est généralement le président qui autorise la modification ou la révision de la Constitution, ou le Parlement qui autorise ou modifie ou révise la Constitution. Dans le cas d'espèce, nous parlons du Gabon. Et la question est de savoir, est-ce que, je crois que votre question est de savoir, est-ce que... Dans le cas d'espèce, puisqu'ils argumentent qu'il fallait aligner tous les mandats sur cet argument, est-ce qu'on peut estimer que la modification finalement est une bonne révision? Oui, et ça dépend de comment est-ce que la société gabonaise appréhende ou bien comprenne le fait d'aligner tous les mandats. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable, et qui avait de limites. Maintenant, ils ont sauté les verrous et ça devient illimité. Et ils ont ramené ça à 5 ans. Je pense qu'il appartient à la société gabonaise de voir ce qui est bon. Est-ce que ça répond, ces modifications, ces révisions répondent aux aspirations profondes de la société gabonaise? Est-ce qu'il ne faille pas laisser quand même la limitation de mandat pour quand même permettre de l'alternance au niveau du sommet de l'État, ou quand même dans d'autres à d'autres postes politiques tels que au niveau des députés ou des élus locaux, comme au Togo par exemple. Les élus locaux, ils ont 2 mandats mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Et donc, est-ce qu'il ne faille pas quand même à un moment donné changer quand même au niveau des leaderships qui gèrent le pays? C'est là où la question réside. Et je pense que vu ce qui se passe au Gabon depuis Ali Bongo père jusqu'à Ali Bongo fils, il va falloir véritablement qu'on puisse asseoir une démocratie qui permet à ce pays de pouvoir optimiser ou bien quand même arriver à asseoir un développement tant souhaité, puisque quand même c'est un pays qui est apprécié peut-être de nous à l'extérieur, mais peut-être rendre encore optimale l'utilisation de leurs ressources et puis la répartition, etc. Parce que Ali Bongo a été décrié partout par son opposition, et je pense l'autre qui s'était tué même, c'est Jean Ping, et aujourd'hui il s'est tué. Mais je pense aussi que quand on va parler de, par exemple, de pouvoir illimité pour Ali Bongo, avec cette situation actuelle, son état de santé, etc., est-ce que quand même ça rentre dans son avantage? Est-ce que c'est peut-être que ceux qui sont autour de lui veulent le placer là-bas pour pouvoir profiter de sa présence pour quand même piller les ressources de l'État? Il y a beaucoup d'interrogations parce que la personne, sur le plan physique, n'est pas 100% comme il était. Et ce n'est pas une invention, ce n'est pas mes imaginations, c'est physique. Tout le monde le voit dans ses déplacements, comment est-ce qu'il se déplace. Et donc, moi, personnellement, comme j'ai défini la Constitution, c'est que cette Constitution permet d'avoir l'identité d'une société. Et donc, je ne vais pas trop parler en me substituant à la place des Gabonais, mais pour dire tout simplement que je ne suis pas véritablement en âme et conscience contre aux limitations ou bien la non-limitation des mandats. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là et je ne le fais jamais, puisque c'est pas gage de développement selon moi, ni de la démocratie. Mais je me dis tout simplement que ce monsieur, avec son état actuel, ça ne l'arrange pas. Envisager une retraite. Marcel Aguessino, quand on regarde quand même les scores, c'est 78 voix pour. Ça veut dire beaucoup de députés en faveur. C'est vrai qu'on sait que le Parlement gabonais est dominé par le parti d'Ali Bongo, mais ce sont des élus du peuple. Est-ce qu'on peut estimer que le peuple gabonais est d'accord pour cette forme de gouvernance? Oui, bon, si nous en tenons
au Parlement actuel, on peut dire que le peuple gabonais a dit son OK à la révision constitutionnelle qui est en cours, qui a été déclenchée, il me semble, hier, le jeudi dernier. Donc, on peut dire que le peuple gabonais a dit son OK. Mais nous, si nous revenons aux faits, et dans la masse, comme il vient de le définir comme la Constitution, qui est l'ensemble des textes juridiques écrits ou coutumiers, régissant l'organisation, le fonctionnement de l'État. Et c'est cette Constitution qui définit aussi le système politique et le régime politique. Comment est-ce que l'État va se fonctionner? Quelles sont les prérogatives du président de la République? Quelles sont ses limites? C'est la Constitution qui définit tout ça. Mais pour sauter le verrou constitutionnel, il faut au moins la majorité des 2/3 au Togo, ou bien 4/5. Et c'est en tête, c'est le président de la République qui a l'initiative de la révision constitutionnelle. Et à défaut, on renvoie le projet ou la proposition au référendum. Voilà à peu près pour le Togo. Et c'est un cas général pour bon nombre des pays francophones. Notre article 65 de la Constitution togolaise dit en cas de la vacance du président de la République, l'intérim est assuré par soit le président de l'Assemblée nationale. Chez nous ici, c'est le président de l'Assemblée nationale. Le président du Sénat dans le temps. Non, chez nous ici, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et on a été très clair à travers les constitutions francophones. En cas d'empêchement, en cas de décès ou de démission, le président de l'Assemblée prend les rênes et assume l'intérim. Et plus loin, notre constitution alinéa 2 disait que cette vacance a été souvent constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. C'est pratiquement la même chose au Gabon lors du décès de Omar Bongo lui-même, le père de Ali Bongo, le président actuel, en 2009, que c'est le président du Sénat qui doit assumer l'intérim. Et la constitution de l'autre aussi, du Gabon, est tellement claire à ce point. Si je vous permettez, elle a également martelé qu'en cas de démission, d'empêchement ou de décès, c'est le président du Sénat qui assume. Maintenant, la situation actuelle, la révision, le projet de révision prévoit en ces termes, en cas de démission, d'empêchement ou de décès, c'est les deux présidents des deux chambres du Parlement, plus le ministre de la Défense, qui assume l'intérim. Ça là, il y a quelque chose, et je peux dire que l'avenir politique du Gabon est peu reluisant. Alors gardez la réflexion sur ce niveau, le temps pour moi de marquer la pause pour 10 minutes, et puis on revient après pour la deuxième partie.